Coucou! Coucou! Bonjour et bienvenue sur la chaîne Data qui est Chouette! Chouette. C'est une chaîne Data qui est là pour présenter les services Data de Microsoft. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Romain Casteres et Fabien Adato. Et moi-même, Omar Adgar. Tous les trois, on est Cloud Solution Architect et on est là pour parler du fameux Direct Lake. Mais avant cela, Romain, tu peux nous rappeler de toutes les connectivités qu'on a côté Power BI, s'il te plaît? Très bien, donc en effet, parlons des différents modes de connectivité dans Power BI. Le mode Direct Query qui permet de laisser les données là où elles sont et de générer des requêtes sous ce système sous-jacent. Et donc, on va pouvoir réutiliser, si on le souhaite, la sécurité de la base de données, si on parle d'une base de données. On va l'utiliser si on veut des données toujours à jour ou encore s'il y a trop de volumétrie et qu'on ne veut pas utiliser le mode import. Pour autant, ce mode import est à privilégier pour des questions de performance et par contre, là, on devra scheduler le mode rafraîchissement de ces données, soit en mode incrémentiel, soit en mode full. On se retrouve donc avec différents modes de connectivité. Je n'ai pas cité le Live Collection, mais on a aussi des modèles composites qui permettent d'avoir des données en mode import comme en mode Direct Query dans un même sémantique modèle. On a aussi la capacité d'avoir différentes partitions d'une même table en Direct Query, en mode import, etc. Parlons maintenant de Microsoft Fabric. Donc on a soit des données qui arrivent en temps réel, soit des données qui sont issues d'autres services Microsoft ou encore de partenaires, Snowflake, pourquoi pas Dataverse, ou encore issues de comptes de stockage. Et alors soit on va les laisser là où elles sont, on va y accéder via des shortcuts, soit on va les importer. Et du coup, on va utiliser les pipelines, les Dataflow Gen 2, les notebooks, etc. Finalement, toutes ces données arriveront dans un seul One Lake. On aura notre One Security et on va stocker dans ce fameux One Lake des données au format Delta Parquet. On en parlera tout à l'heure. Mais ici, si on se retrouve, c'est pour parler du mode Direct Query et vous le voyez en haut à droite. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement du coup de ce nouveau mode qui est le mode Direct Lake. Et on va voir déjà les prérequis. Donc il faut savoir que le Direct Lake, c'est une fonctionnalité qui est une fonctionnalité fabrique. Et du coup, elle va être supportée dans certains types de capacités. Donc pour pouvoir l'utiliser, il va falloir avoir des capacités soit premium, soit des capacités de type fabrique. Donc c'est le P ou le F SKU. C'est seulement ça. À cela s'ajoute aussi le trial, hein. Vous pouvez aussi faire du direct lake avec le trial si vous voulez le tester. Mais bien sûr, ce n'est pas supporté avec Power BI Pro, avec les Premium per User ou le Power BI Embed, donc que ce soit A ou EM. D'accord? Donc à partir de là, voilà, il faut vraiment utiliser les types de capacités qui permettent de faire du fabrique. Il faut savoir que le direct lake, il va fonctionner qu'à partir de données qui seront déjà stockées ou accessibles à partir de OneLake, d'accord? À partir d'un lakehouse avec des données de type table, ok? Donc de ce qu'on appelle des deltas, des tables delta. On verra après un peu plus en détail à quoi ça correspond. Mais bon, voilà, pour que le direct lake fonctionne, il faut des tables delta. Et par rapport au level, le compatibility level du modèle, il faut savoir que ça correspond à un database object qui est 1604 ou supérieur. Mais bon, là, ça, c'est des paramètres qui, de toute façon, seront gérés automatiquement quand vous allez créer vos premiers modèles. OK? Maintenant, par rapport au storage mode, donc pour comparer aux différents modes dont Romain a parlé juste avant, c'est-à-dire l'import ou le direct query, on va dire que d'abord par rapport au petit modèle, en fait, il n'y aura pas vraiment de différence. Généralement, les modes sont assez équivalents d'un point de vue performance et on n'a pas trop d'intérêt enfin, en tout cas, entre le direct lake, l'import et le direct query, on va être sur des performances assez semblables quand il y a vraiment très peu de volumétrie. Par contre, quand on commence à travailler avec des modèles assez imposant. On va dire que l'import va continuer à avoir les meilleures performances pour tout ce qui est vitesse des requêtes. Donc c'est là où on va avoir les requêtes qui vont aller le plus vite. Mais le problème, c'est que vu que l'import, on doit rafraîchir les données dedans, eh ben, on va avoir des temps de rafraîchissement qui vont être assez lourds, assez longs. Et le modèle, après, une fois en mémoire, il va être très très gros. Alors qu'avec le Direct Lake, on va le voir après en détail, on n'a plus ce problème-là parce qu'il n'y a pas besoin de rafraîchir les données. Donc maintenant, on va continuer à parler un petit peu du format Delta Parquet. Donc c'est le format qui est utilisé derrière les tables qui vont être stockées dans OneLake. Donc d'abord, qui dit Delta Parquet, dit Parquet et Delta. Alors Parquet, c'est le format qui va être utilisé, c'est un format de fichier qui va être utilisé pour stocker les données. C'est un format column store.
un petit peu comme le moteur Vertipack, hein, qui permet de stocker les données dans les datasets Power BI, les jeux de données Power BI. C'est un format qui est ouvert et qui est utilisé du coup pas que par Microsoft, hein, c'est un standard de l'industrie, donc qui va être utilisé par des technologies par exemple comme Databricks, Spark et autres. Et c'est un format qui est fortement compressé, avec un système de stockage en colonnes, des dictionnaires, comme je l'ai dit, très très proche des modèles Power BI. Et à cela, à ce format parquet, s'ajoute le delta. Donc le delta qui est en fait la possibilité de faire sur ces formats parquet, sur ces fichiers parquet, de l'écriture sous format SID, et donc des transactions avec du delete, de l'update, du merge, de l'insert. À cela s'ajoute en plus du time travel, avec du versionning des lignes pour être capable de voir l'état de la ligne dans le passé, l'état de la table dans le passé. Et il y a tout un système aussi d'optimisation qui est vraiment très adapté pour les différentes requêtes, surtout pour faire de l'analytique. Regardons maintenant une démo de comment on fait un modèle en direct lake dans Power BI, dans Fabric. Donc déjà, on commence par le lakehouse. Donc à partir de notre lakehouse, on va avoir différentes tables. Là, je vous montre le contenu de ces tables-là et on retrouve les formats parquet et delta parquet qui sont derrière chacune des tables. Et donc pour créer un nouveau modèle, on va faire nouveau sémantique modèle. On va appliquer un nom sur notre nouveau sémantique modèle. On va ensuite aller sélectionner les différentes tables qui nous intéressent dans notre lakehouse pour créer le modèle. Et après, on clique sur Confirme et ça va nous envoyer dans la partie édition de modèle où on est capable de réorganiser nos différentes tables. Et là, les choses qu'on va faire, c'est d'abord, on va aller créer des relations entre les différentes tables. Donc là, par exemple, j'ai ma table de fait au milieu. Je fais une relation avec Team Customer. Je vais faire ensuite une autre relation, cette fois-ci, avec les produits. Et pour finir, une relation avec la dimension date. Donc on va retrouver notre modèle en étoile, donc de façon très simple, comme on le ferait dans Power BI Desktop, par exemple. Sauf que là, on est directement dans le service cloud. Et en plus, maintenant, ce que je peux faire, c'est rajouter des mesures sur la table de fait. Donc je vais rajouter une première mesure qui va me permettre de compter des lignes. Donc là, on est vraiment sur un control. On reconnaît, pour ceux qui connaissent, le DAX. Donc je fais des mesures très simples en DAX qui vont apparaître après dans ma table de fait. J'en rajoute une autre pour faire un calcul un peu plus avancé. C'est-à-dire je vais rajouter un SOMIX, qui va multiplier deux colonnes entre elles et faire une somme cumulée sur l'ensemble de la table. Et une fois que j'ai fini mon modèle, je peux cliquer sur New Report et je vais pouvoir, via des drag and drop, donc pareil, c'est la même façon de faire qu'on le ferait avec Power BI Desktop ou comme on a l'habitude de faire des rapports classiques. On va pouvoir créer des cartes, on va pouvoir créer des histogrammes, on va pouvoir créer des lines, enfin voilà, tous les visuels qu'on veut. Et ça se fait de façon complètement dynamique, directement dans le service. Et vous voyez déjà un petit peu les performances. On est sur quelque chose qui est plutôt pas mal, hein. On a des temps de réponse assez vite. Tous les visuels s'affichent très très vite. Donc là, vous voyez, je choisis encore un line chart. Hop, pour afficher mon montant, ma somme des ventes dans le temps. Et je vais finir par un camembert pour sommer les données par année. Donc maintenant, on va parler de comment fonctionne le moteur un petit peu plus en détail. Alors, contrairement à un modèle en import, il faut savoir que par défaut, les modèles en direct lake ne sont pas chargés. Il n'y a rien qui est stocké en mémoire. Et ça va être en fait petit à petit à la demande, en fonction de l'usage, que les objets, petit à petit, les colonnes vont être chargées en mémoire. Donc par exemple, admettons qu'on a un premier visuel, enfin c'est un segment pour le coup, qui va nous afficher la colonne model name. Qu'est-ce qui va se passer côté moteur? Ce visuel-là va envoyer une requête DAX au moteur, au dataset, qui va aller chercher dans la table source des produits cette fameuse colonne model name et la monter en mémoire. Admettons que maintenant on a un nouveau visuel qui est un peu plus complexe, qui fait la somme de sales amount par couleur. Donc on va aller croiser différentes colonnes. Donc déjà, il va envoyer une requête DAX et il va aller charger chacune des colonnes en mémoire aussi pour les avoir. Et il va donc charger de color sales amount et après les produits key, parce qu'on est sur deux tables différentes, plus la relation. Et maintenant, on a ces différentes colonnes chargées en mémoire, et à partir du moment où elles sont en mémoire, il peut les réutiliser sur les différents visuels. Et la notion derrière ce chargement de données en mémoire, c'est en fait tout ça, c'est basé sur ce qu'on appelle le framing. Et le framing, ça veut dire que à partir du moment où le modèle est vide en mémoire, il va aller attaquer les tables, en fait, les fichiers delta parquet, en fonction d'un moment dans le temps, c'est-à-dire tout de suite, par exemple, et il va aller récupérer à chaque fois la dernière version des données qui sont stockées dans les fichiers delta parquet.
Ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand les données sont chargées en mémoire, à partir du moment où on veut rafraîchir les données, eh ben, il va falloir vider les données en mémoire pour qu'il aille les recharger à la fois d'après. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine démonstration. Alors, dans cette démo-là, on va voir qu'on a un modèle de données qui est déjà créé, un modèle en direct lake, et on a cette vue ici qui nous permet de voir ce qui est monté en mémoire ou non. Et par défaut, comme je vous l'ai expliqué, c'est vide. En fait, cette requête-là, elle vous envoie la quantité de données, les colonnes et les données qui sont stockées en mémoire, et on voit que c'est complètement vide. Et donc, je vais aller créer un nouveau rapport à partir de ce modèle, et je vais aller charger un champ, donc par exemple Customer Name. Je vais mettre dans un visuel, voilà, le fameux segment comme tout à l'heure, et on va re-exécuter la requête, et cette fois-ci, on va voir que bah, mon fameux champ Customer Name, bah, maintenant, il est chargé en mémoire. Il est chargé en mémoire et on a ce fameux champ qui s'appelle isResident qui passe à true, qui permet de savoir que bon, bah, la donnée est chargée en mémoire. On va aller créer maintenant un nouveau visuel en utilisant quantité et sur une autre colonne item name qui est le produit, le nom du produit. Et maintenant, quand je relance la requête, cette fois-ci, je vais avoir en résultat, on a encore plus de champs qui sont chargés en mémoire. Notamment, on va avoir customer name et quantity et item, plus item ID qui sont les deux clés en fait, qui sont utilisées par la relation. Et si on retourne dans le workspace, euh, on est capable, si on veut, d'aller rafraîchir les données. Donc là, par défaut, dans les paramètres, on a un mode qui s'appelle l'autosync, en fait, qui permet au modèle de données d'identifier automatiquement les tables dès qu'elles sont mises à jour. Il va automatiquement faire le framing et vider le modèle pour aller rechercher les nouvelles données. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai mon report avec mes différentes données. Donc là, on voit que j'ai chargé 2 années, 2020 et 2019. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le fichier 2021, donc pour une nouvelle année. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher le fichier 2021. Je l'upload. Voilà. Et une fois que c'est uploadé, je vais pouvoir relancer. J'avais créé un pipeline avec des traitements en notebook, avec des notebooks Python, Spark. Et je vais le réexécuter pour rajouter mon année 2021 dans mes tables, en fait, dans mes tables du Lakehouse, pour mettre à jour les données. Donc là, je le run. Donc encore une fois, les pipelines, ça c'est un autre outil qui est disponible dans Fabric qui va permettre d'orchestrer des traitements de mise à jour de données via des notebooks ou des data flows, enfin tout ce qui va me permettre de rafraîchir et de retransformer mes données. Voilà, les données sont à jour. Et je vais pouvoir, donc là sur le même modèle de données, quand je rafraîchis la requête, on voit qu'il a complètement revidé la mémoire, tout est vide. Et si je rafraîchis mon rapport, il va aller recharger les données en mémoire et on voit directement la nouvelle année apparaître. Alors que je le rappelle, pour de l'import, par exemple, il aurait fallu refaire un refresh de données. Là, il n'y a pas besoin. Les données sources, elles ont été modifiées. Et il a détecté tout seul. Il a mis à jour, il a vidé le cache et il a mis à jour les données dès que j'ai réactualisé mon rapport. Super Fabien, merci beaucoup. Tu nous as montré comment développer à travers le portail. Et Romain, y aurait-il d'autres solutions? Alors oui, on peut développer un antique modèle en direct lake, donc depuis le portail on l'a vu, mais aussi avec le XML endpoint, en attendant que depuis Power BI Desktop on puisse le faire. Et du coup, avec le data lake, c'est possible d'utiliser sur des fichiers qui ne sont pas de type Delta? Non, c'est pas possible. On a besoin de ce format delta pour supporter finalement le framing. Et donc, l'acidité des transactions que nous confère le format delta nous permet de savoir l'état des données à un instant T. Et donc, on va avoir besoin de ça. Mais regardons une démo. Ici, je suis dans mon portail Azure. J'ai créé une capacité Fabric en WestUS et c'est une capacité F64. OK. Maintenant, ça va être la base pour mes différentes démos. On est sur le portail Fabric, je regarde mes capacités et je retrouve bien ma Fabric Capacity. Je vais créer un workspace et sur ce workspace,
je vais appliquer, finalement utiliser cette capacité fabrique. Si on regarde les fichiers qu'il y a dans mon Delta Data Lake, j'ai différents fichiers CSV, c'est des données médicales, et il y a environ 27 gigas de fichiers CSV. Donc ça va être la base pour les différentes démos. J'ai ici un notebook qui va me charger ces différents fichiers CSV dans des tables au format parquet, au format Delta Parquet, et on va pouvoir du coup comparer un peu les performances de ces différents formats. En plus, j'explose ces fichiers dans différentes tables pour former un schéma en étoile. Si on regarde la taille de ces fichiers, de ces tables, maintenant on a des tables d'environ 5 gigas. Alors que je vous rappelle, les fichiers CSV faisaient 27 gigas. Donc on a une forte compression. On voit que le petit logo de la table parquet est un peu différent du logo de la table Delta Parquet. J'ai ici un sémantique modèle qui est en Delta en DirectLake. Et si je cherche ma table qui est au format parquet, je ne la retrouve pas. Donc, ça prouve qu'on ne peut pas créer de schémas sur des tables qui ne sont pas en format Delta Parquet. Ok Romain, merci de cette explication. Mais du coup, ça serait possible d'utiliser le Direct Lake, mais en dehors de Fabric? Alors, on peut créer un sémantique modèle en DirectLake sur des tables Delta qui seraient sauvegardées à l'extérieur du OneLake. On va regarder ça en démo, mais avant ça, ça peut nous ouvrir aussi d'autres portes. Par exemple, pourquoi pas effectuer dans un notebook Databricks des transformations, sauvegarder des données au format Delta dans un compte de stockage et les réutiliser en mode Direct Lake depuis Microsoft Fabric. Alors regardons maintenant en démo cela. Je suis ici dans un compte de stockage. J'ai sauvegardé dans un conteneur des fichiers au format Delta Parquet. Donc si je rentre dedans, je vais voir que j'ai bien ce fameux delta log et ces différents fichiers parquets. Je vais maintenant dans le portail Fabric. Au-dessus de mon lakehouse, je vais créer un shortcut. Donc je rentre ici l'adresse de mon compte de stockage. Voilà, une fois que j'ai créé mon shortcut, je vais voir les données de cette table comme si elles étaient finalement dans mon OneLake. Juste une différence, le petit logo m'indique que ces données résident à l'extérieur de mon OneLake. Si je regarde les propriétés, je vois bien que c'est des tables au format Delta. Je vais maintenant pouvoir créer mon sémantique modèle en rajoutant cette nouvelle table, alors que les données, encore une fois, résident à l'extérieur. Si on regarde le format d'accès, je suis bien en Direct Lake. Je me mets dans le pire des cas. Je rafraîchis et donc je fais un framing. Donc aucune donnée est en cache. Je peux le vérifier. Dans Power BI, je suis connecté à ce même sémantique modèle. Je vais pouvoir donc requêter cette nouvelle table et regarder les performances. Je vois que j'ai exécuté une requête DAX pour attaquer ces données sauvegardées dans mon compte de stockage. Et est-ce que ça marche sur les tables qui n'ont pas de V-order? Alors, on n'a pas évoqué le V-order, mais le V-order, c'est un algorithme d'optimisation lors de l'écriture et c'est un algorithme propriétaire de Microsoft qui va, au-dessus de ces fichiers parquets, finalement maximiser les performances pour après les lire encore plus vite. Alors, tout le monde ne peut pas écrire du V-order, cependant, les fichiers au format parquet V-orderé sont toujours accessibles à n'importe quel outil qui sait lire du parquet.
Et donc, oui, on va pouvoir attaquer des données au format delta parquet qui ne sont pas V-orderées. Pour autant, on va voir qu'il y a une dégradation des performances. Ici, je suis sur mon portail Fabrique. J'ai toujours accès aux différentes tables avec lesquelles on a travaillé depuis le début. Et j'ai une table qui est en delta parquet non V-order et une autre qui est en V-order. Alors, comment savoir si ma table est en V-order? Bon, je peux regarder comme ceci le fichier delta log et voir qu'il y a un petit tag V-order. Alors que si je regarde ce même tag côté fichier non V-orderé, ben je ne le retrouve pas. On peut bien entendu checker si les tables sont en V-order de différentes façons. Ici, pourquoi pas le faire en Python. On va pouvoir voir aussi la taille de ces tables. Donc, on est des tables d'environ 5 gigas, alors qu'on le rappelle, hein, on avait 27 gigas à la base. Donc ici, je peux vérifier s'ils sont en V-order ou non. Maintenant, regardons mon sémantique model. Je vais créer un nouveau sémantique model et ajouter ces deux tables, V-order, non V-order, et on va comparer du coup les performances. Je suis dans Power BI Desktop, connecté à ce même sémantique model. Je suis à cache froid. Si j'affiche donc ces différents visuels, je vois clairement que ma table V-orderée est beaucoup plus rapide d'accès, pratiquement x2. On travaille ici avec un jeu de données, hein, vous voyez, de 223 millions de lignes. On peut regarder côté sémantique modèle, la taille de mon modèle, avec un Vertipack Analyzer, et analyser quels sont les objets qui prennent le plus de place. On voit clairement que ma table non V-orderée prend le plus de place. On a des DMV pour analyser mon sémantique modèle en direct lake pour voir d'où proviennent les tables. Ok, et du coup, le direct lake avec le V-order versus le mode import, t'as fait des tests là-dessus ou pas? Alors oui, regardons les résultats. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en mode import, je vais devoir passer du temps pour rafraîchir les données. Alors ici, en mode full, pour rafraîchir les 27 Go, ça m'a pris 4h23. Maintenant, pour accéder à ces données, ça me prend environ 1 seconde 5. Ce qui est plutôt bon. Maintenant, ces mêmes données, lorsqu'elles sont en table V-order ou non V-order, en V-order, environ 3 secondes. Et donc, là, on comparait à cache froid. Maintenant, si on rajoute le cache chaud, donc la première exécution en mode import, environ 1,5 secondes, ici 1,2, et la deuxième exécution, environ 3 millisecondes. Maintenant, à cache froid côté mode direct lake, je suis environ à 5 secondes, mais la deuxième exécution, je me rapproche fortement du temps de la deuxième exécution de mon mode import. Donc on voit ici la pertinence, je n'ai pas passé du temps pour rafraîchir les données, et à la deuxième exécution, je suis plutôt aussi rapide que le mode import. Romain, on peut créer des vues sur le Lakehouse et c'est quoi les performances du coup? Alors oui, on peut créer des vues sur le Lakehouse. Par contre, on va voir et on va introduire ce fameux fallback du mode Direct Lake, puisqu'on va le voir dans la démo qui suit, on ne va pas pouvoir attaquer en mode DAX les vues qu'on a créées sur notre fameux Lakehouse. Regardons ça. D'abord, qu'est-ce que fallback? Donc, on a des fichiers stockés en format Delta Parquet dans notre OneLake qu'on va pouvoir transcoder à la lecture, au besoin, comme nous a expliqué Fabien, dans notre sémantique modèle. Mais pour certaines activités, par exemple, on va le voir, le requêtage d'une vue au-dessus de mon lakehouse, et on va devoir faire un fallback, c'est-à-dire un mode direct query pour accéder à ces données-là. Avant de passer à la démo, regardons comment on va pouvoir analyser le direct query fallback. Donc, soit depuis Power BI Desktop via le Performance Analyzer, on va voir une direct query au-dessus de notre requête DAX. Soit on va pouvoir analyser
notre plan d'exécution avec notre DAX Studio, ou encore activer l'envoi des logs au-dessus d'un Workspace Premium dans Log Analytics, et donc en KQL, effectuer des requêtes sur l'usage des ressources. Regardons la démo. Je suis ici dans mon Lakehouse, côté SQL Analytics. Je vais pouvoir créer ma vue. Ici, juste une vue au-dessus de ma table. Alors, on peut penser qu'une vue, ça peut être intéressant, mais on va voir que ça pénalise nos performances lorsqu'on les attaque avec un sémantique model, en mode direct lake. Donc ici, j'ai créé ma vue. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à mon sémantique modèle existant, j'ai donc ma table initiale et ma vue. Comme ça, on va pouvoir comparer les performances. Je suis dans Power BI Desktop, connecté à ce même sémantique modèle. Je me mets dans le pire des cas, à savoir à cache froid. Vous voyez que le framing, c'est très rapide, hein, puisque ça juste timestamp pour voir l'état des données au moment du rafraîchissement. J'ai aussi vidé tout ce que j'avais en mémoire. Donc maintenant, regardons les performances. Je suis dans Power BI Desktop. Je suis à cache froid. J'ai activé le Performance Analyzer et j'analyse le temps pour afficher cette vue. C'est pas très rapide et on voit qu'il y a en effet une tâche de Direct Query en plus de la DAX Query. Je fais l'affichage de la table et là je vois que c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai pas ce fameux fallback, je n'ai pas ce Direct Query au-dessus qui me pénalise les performances. On peut voir que seules les données de la table et non pas de la vue ont été mises en cache. Alors maintenant, j'active le fait d'envoyer les logs de ce workspace dans Azure Log Analytics. Ce qui va me permettre d'exécuter une requête KQL et de voir les logs d'activité au-dessus de mon workspace. Je vois une query end et donc ma requête ici en DAX. Et un peu plus bas, j'ai ma première requête sur la vue. Et là, on voit bien que ce n'est pas du DAX, c'est du mode Direct Query. Et j'ai même la requête SQL que je pourrais exécuter. Donc si je la copie, je vais au-dessus de mon lakehouse en mode SQL Endpoint. Je vais pouvoir exécuter cette même requête. Et donc c'est ce que fait le moteur pour attaquer les données de ma vue. Je peux copier la requête du visuel et analyser l'exécution depuis DAX Studio et vérifier donc qu'il y a bien en effet une requête Direct Query, l'autre la requête du visuel, et regarder que là, après un clear cache, j'ai aussi uniquement une requête DAX et qu'elle est bien plus performante. On va pouvoir contrôler le fait d'autoriser le fallback ou pas. Donc par exemple, au-dessus de mon sémantique modèle avec Tabular Editor, je vais pouvoir influencer le direct leg behavior. Et donc dire que en cas de fallback, j'ai une erreur ou je n'ai pas d'erreur ou j'autorise uniquement le direct query. Et en spécifiant cela, je vais dans certains cas pouvoir optimiser les performances. Alors, on a certaines limitations. Le direct leg est assez récent. Donc aujourd'hui, on ne supporte pas, par exemple, les colonnes calculées, les calculated tables. Et on va avoir du fallback dans différents cas. Par exemple, si je suis en F2048, un P5, ce qui est assez gros, je pourrais aller jusqu'à 24 billions de lignes avant que j'effectue un direct query. On va avoir du fallback si, par exemple, mes fichiers delta sont trop nombreux, de mauvaise taille, etc. Ou encore, dans le cas de RLS défini sur mon data warehouse.
Alors, par rapport aux best practices, on va avoir plusieurs axes d'amélioration, et notamment par rapport au nombre de fichiers parquets qui sont utilisés dans les tables Delta, on va pouvoir faire de l'optimisation et utiliser des commandes d'optimize pour pouvoir compresser, réduire le nombre de fichiers qu'il y a derrière les différentes tables. Ça va aider pour la performance. On a aussi le fameux V-order. Donc, c'est une bonne pratique d'appliquer le V-order sur les différentes tables. Et on va pouvoir aussi mixer ce V-order avec le Z-order qui est directement compris dans le format Delta. Donc, il y a un autre algorithme qui est déjà bien connu et qui notamment peut être utilisé par Databricks. Donc, si on cumule le V-order et après, enfin le Z-order d'abord, puis après le V-order, on va aussi avoir des impacts, des bons impacts en termes de performance. À cela aussi s'ajoutent, on va dire, toutes les bonnes pratiques qu'on va retrouver sur les modèles sémantiques classiques, par exemple les modèles sémantiques en import. Donc là, ça va être exactement la même chose. Utiliser des modèles en étoile. Faites attention aux cardinalités des différentes colonnes, donc tout ce qui est valeurs distinctes. Forcément, plus on a de valeurs distinctes, plus on va avoir des gros dictionnaires et plus on va avoir des grosses colonnes. Et pour éviter ça, donc, il faut travailler sur la cardinalité. On va pouvoir aussi travailler sur le fait de pouvoir réduire le modèle, donc limiter le nombre de colonnes, limiter les tables, limiter aussi en ligne. Donc pourquoi garder 10 ans d'historique alors peut-être qu'on en a besoin que de 2 ou 3 ans. Et donc tout ça, c'est vraiment les pratiques, les bonnes pratiques Power BI, on va dire, traditionnelles. Par rapport à Direct Query, donc dès que le fallback s'applique, là aussi on a des optimisations, notamment assumer les intégrités référentielles des relationships pour cette fois-ci passer du left join à l'inner join, et aussi mettre en place le query réduction, c'est-à-dire sur les différentes pages, faire attention au nombre de requêtes et tous les rafraîchissements des visuels qui vont entraîner l'exécution des requêtes sur les modèles. Voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Et il faut préférer de créer vos propres datasets en direct query et éviter d'utiliser le dataset par défaut. Voilà. Utilisez vraiment vos propres vos datasets et là, vous maîtriserez plus le modèle de bout en bout. Et bien sûr, testez vos requêtes. Testez vos requêtes pour voir les performances et mettez en place du coup un petit peu des tests pour vérifier dans quel cas vous avez des meilleures performances ou non. Et bien sûr, il peut y avoir aussi, vous avez compris que par défaut, le modèle de données ne charge pas de données en mémoire. Et du coup, pour gagner en performance, si vous êtes capable de précharger vos modèles en allant peut-être afficher une première page de rapport, là, ça va lui forcer à charger les données en mémoire. Et donc, il sera beaucoup plus rapide pour la suite. Vous n'aurez pas d'effet de cache froid. Ok, top. Merci beaucoup, Romain, Fabien, pour ces explications. On en sait beaucoup plus sur ce que c'est que le Direct Lake. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que il faut tester parce qu'il y a l'effet de bord qu'on appelle Direct Query ou Fallback pour être plus précis. Donc, il faut tester ces requêtes. On a la partie cache froid où ça met un peu plus de temps et on a le catching, c'est-à-dire une fois que nos requêtes sont en cache chaud, où là, on va aller beaucoup plus vite. Et au final, quand ça cache chaud, ça revient en termes de perf, on est très proche du mode import, des types de performance, mais à cache froid. Donc, le pire, malheureusement, c'est le Direct Query. Ensuite, on va avoir le Direct Lake avec le fallback. Le Direct Lake en mode Delta sur les shortcuts, parce qu'il faut prendre en compte potentiellement la latence réseau. Le Direct Lake sur notre One Lake. Et bien évidemment, le Direct Lake avec le V-Order. Et pour finir, l'immanquable, le mode import. Je vous remercie du coup pour nous avoir suivis, en espérant vous retrouver dans de prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour voir de futures vidéos et un petit like. Merci. Merci.